Mes parents hurlent, Théoène Marie devrait épouser ta sœur. Ma sœur ricane à côté de lui, tu ne mérites pas ce mariage. Ils m'humilient, ils me crachent leur venin au visage, devant tous nos invités, le jour qui devait être le plus beau de ma vie. Comment en suis-je arrivé là? Comment le jour de mon mariage est-il devenu mon procès public, ma mise à mort sociale? Laissez-moi tout vous raconter. Laissez-moi vous expliquer comment l'amour de ma vie et moi avons dû affronter l'ennemi le plus impitoyable qui soit, ma propre famille. Mais avant de plonger dans les détails de cette semaine infernale, j'aimerais savoir d'où vous m'écoutez aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville, de quel pays vous suivez mon histoire. Et quelle heure est-il chez vous? J'adore voir à quel point nos expériences, même les plus sombres, peuvent voyager et nous connecter. Je m'appelle Clémence. Il y a 3 ans, j'étais une femme de 28 ans follement amoureuse. L'homme de ma vie, c'est Augustin. Il est tout ce que le monde n'est pas, doux, patient, et il me regarde comme si j'étais la seule femme sur terre. Nous préparions notre mariage, un rêve éveillé dans un magnifique domaine du Beaujolais, près de notre ville, Lyon. Notre amour était une évidence. Mais il y avait une ombre. Une ombre permanente. Ma famille. Voyez-vous, il y a 5 ans, un chauffard ivre a percuté ma voiture. Je me suis réveillée à l'hôpital avec 2 vertèbres brisées. Ma vie a basculé. J'ai perdu l'usage de mes jambes. Après des mois de rééducation, de larmes et de rage, j'ai reconstruit ma vie. Je suis devenue traductrice indépendante, je vivais seule, j'étais autonome. Mais pour mes parents, Gérard et Bernadette, je n'étais plus la même. Ils sont issus de la bourgeoisie lyonnaise, obsédés par leur nom, par leur image, par la perfection de leur façade sociale. Et un fauteuil roulant, ça faisait tache sur la photo de famille. Ma sœur aînée, Héloïse, était leur chef-d'œuvre, blonde, grande, avocate brillante, elle était la fille en or. Moi, j'étais devenue l'autre. Le fardeau. La déception silencieuse. Ils ne m'ont jamais pardonné d'avoir survécu, différemment. Quand je leur ai présenté Augustin, un homme merveilleux qui m'avait rencontré après l'accident et qui était tombé amoureux de moi, Clémence, et non de mon fauteuil, ils ont été polis. Mais je voyais bien dans leurs yeux qu'ils ne comprenaient pas. Pour eux, c'était une anomalie. Malgré tout, j'espérais. J'espérais que ce mariage, cet engagement public, leur prouverait que j'étais digne d'amour. J'espérais qu'ils seraient enfin fiers de moi. J'étais si naïve. La semaine avant le mariage a commencé par le traditionnel dîner de répétition. C'était censé être une célébration. Ce fut le premier coup de poignard. Le restaurant était un « bouchon » lyonnais réputé dans le vieux Lyon, avec ses nappes à carreaux rouges et blancs, ses poutres apparentes et cette odeur réconfortante de quenelle et de Saint-Marcelin rôti. L'atmosphère aurait dû être chaleureuse. Mais dès que nous sommes entrés, Augustin poussant mon fauteuil sur le sol pavé, j'ai senti le froid. Mes parents, Gérard et Bernadette, étaient déjà là, régnant sur la salle. Ils accueillaient les oncles, les tantes, les amis de la famille, non pas comme des parents heureux, mais comme des politiciens en campagne. Mon père serrait des mains, ma mère faisait la bise, leur sourire à tous 2 parfaitement calibré, artificiel. « Ah, Clémence, te voilà », lança ma mère d'un ton léger, comme si elle saluait une vague connaissance, avant de se retourner immédiatement vers une cousine pour admirer son sac à main. Augustin et moi aurions dû être au centre de l'attention. C'était notre dîner. Mais un serveur, visiblement briefé, nous a conduits non pas à la grande table d'honneur où Héloïse trônait déjà, riant bruyamment, mais vers une petite table dans un coin. « Vous serez plus à l'aise ici, ma chérie », m'a dit ma mère en passant, sa voix dégoulinante de fausse sollicitude. Loin du passage. C'est mieux pour toi. Loin du passage. Loin du centre. Loin de la fête. C'était de l'isolement déguisé en gentillesse. Une de leurs spécialités. J'ai regardé Augustin, la mâchoire serrée. Il s'est penché vers moi. Ignore-les, mon amour. C'est notre soirée. J'ai hoché la tête, mais mon estomac était noué. La soirée avançait. Les verres s'entrechoquaient. Les rires fusaient, surtout autour d'Héloïse. Et puis, mon père, Gérard, s'est levé, tapotant son verre avec une cuillère. Silence. Mon cœur a fait un bond.
Enfin. Il allait parler de nous. Il allait porter un toast à notre bonheur. Mes chers amis, ma chère famille, a-t-il commencé, sa voix de patriarche emplissant la pièce. En cette veille de grand événement, je voudrais prendre un moment pour honorer quelqu'un. Il s'est tourné, non pas vers moi, mais vers ma sœur. Je veux lever mon verre à Héloïse. J'ai cru que j'avais mal entendu. Augustin a figé à côté de moi. Héloïse, continua mon père, qui vient d'être promu associé dans son cabinet d'avocat. Elle est la fierté de cette famille. Elle porte notre nom avec une distinction, une force, une intégrité qui force le respect. Elle est l'avenir de notre héritage. Les applaudissements ont éclaté. Héloïse a baissé la tête avec une fausse modestie, ses joues rosissant de plaisir. Mon père a continué pendant 5 longues minutes. Sur sa carrière. Sur son intelligence. Sur sa beauté. Pas un mot sur moi. Pas une seule mention du mariage. Pas une seule félicitation pour Augustin. J'étais une figurante à mon propre dîner de répétition. J'étais invisible. C'était une humiliation publique, exécutée avec la précision d'un chirurgien. Il ne m'avait pas insulté. Il m'avait effacé. Quand il a enfin terminé, j'ai senti tous les regards se tourner brièvement vers moi, gênés, avant de vite regarder ailleurs. J'ai forcé un sourire, levant mon verre pour trinquer à ma propre sœur, à ma propre disparition. La douleur était physique. C'était une pression dans ma poitrine, une envie de crier. Je suis désolé, Clémence, m'a murmuré Augustin, sa main trouvant la mienne sous la nappe. Sa colère était palpable. Ce n'est rien, ai-je menti. Mais ce n'était pas rien. C'était une déclaration. C'était un avertissement. Il m'avait montré que, même la semaine de mon mariage, je restais l'ombre, et Héloïse, la lumière. Je savais qu'il ne faisait que s'échauffer. Ce n'était que le premier coup. Le suivant serait encore plus cruel. 2 jours plus tard avait lieu mon dernier essayage. Le moment que j'attendais avec une impatience fébrile. J'avais choisi une boutique magnifique sur la presqu'île, un de ces endroits feutrés qui sentent la soie et le champagne. J'y allais avec ma témoin, bien sûr, et Augustin devait nous rejoindre à la fin pour voir la robe. Mais le matin même, le destin, ou plutôt ma mère, en a décidé autrement. Chérie, m'a-t-elle dit au téléphone, sa voix mielleuse. Ta témoin a eu un imprévu familial. Mais ne t'inquiète pas, j'ai tout arrangé. Héloïse va t'accompagner. N'est-ce pas merveilleux? Merveilleux. Mon estomac s'est contracté. Héloïse. La dernière personne que je voulais voir. Maman, ce n'est pas la peine, je peux. Non-sens. Elle est déjà en route. Elle tenait absolument à te soutenir, point. Te soutenir. Ces mots, dans la bouche de ma famille, ressemblaient toujours à une menace. Héloïse est arrivée, vêtue d'une robe crème coûteuse, souriante. Alors, prête pour le grand moment, a-t-elle lancé, comme si de rien n'était. Son soutien ressemblait étrangement à de la surveillance. Dans la boutique, l'ambiance était magique. Des robes comme des nuages flottaient partout. La vendeuse, une femme charmante, m'a aidé à enfiler ma robe dans la cabine privée. Et quand le rideau s'est ouvert, j'ai retenu mon souffle. La robe était simple, en crêpe de soie lourd, avec un dos nu en dentelle délicate. Elle tombait parfaitement, même sur mon fauteuil. Pour la première fois depuis des années, je ne voyais pas le fauteuil. Je voyais une mariée. Je me sentais belle. Je me sentais royale. Oh, Clémence, a murmuré la vendeuse, les larmes aux yeux. Vous êtes sublime. J'ai ri, un vrai rire, plein de joie. Et c'est à ce moment qu'Héloïse a choisi de parler. C'est joli, a-t-elle dit, en s'approchant. Elle a touché le tissu. C'est du beau travail. Mais, c'est peut-être un peu lourd, non? Un peu trop de tissu pour quelqu'un qui, enfin, tu sais. Le venin était si subtil que la vendeuse n'a rien remarqué. Mais moi, je l'ai senti. Je la trouve parfaite, ai-je dit froidement. Oh, bien sûr, a-t-elle dit en riant. Mais c'est juste, un peu dommage de gâcher une si belle robe pour quelqu'un qui restera assise toute la soirée, tu ne trouves pas? La vendeuse a froncé les sourcils,
sentant la tension. Madame, la robe est conçue pour. Oh, je sais, l'a coupée Héloïse. Elle s'est tournée vers les autres robes d'exposé. Par contre, celle-ci. Elle a montré une robe sirène, couverte de cristaux, extravagante. Celle-ci est divine. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, elle a attrapé la robe. Ça ne vous dérange pas si j'essaie juste pour voir? On a le temps, non? Et sous mes yeux, médusée, elle est entrée dans la cabine voisine. La vendeuse me regardait, mal à l'aise. Je suis désolée, Ce n'est rien, ai-je dit, ma voix tremblant de rage. Le rideau de sa cabine s'est ouvert. Héloïse était là. Grande, blonde, sculpturale. La robe scintillante moulait son corps, parfait. Elle rayonnait. Elle s'est avancée et s'est placée, à côté de moi. Juste à côté de mon fauteuil. Devant le grand miroir. Elle a pris la pose. Alors, a-t-elle dit à la vendeuse en ignorant mon regard. On dirait deux mariés, n'est-ce pas? Laquelle préférez-vous? C'était une provocation. C'était une déclaration de guerre. Elle se tenait là, valide, triomphante, dans une robe de mariée, à côté de moi, la mariée en fauteuil roulant. Elle montrait à la boutique entière, ce à quoi une vraie mariée devrait ressembler. Je serrais les poignées de mon fauteuil si fort que mes jointures étaient blanches. J'ai inspiré lentement. Je n'allais pas lui donner la satisfaction de me voir pleurer. Je me suis avancée, mon fauteuil roulant juste devant elle, lui bloquant le reflet. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Tu peux porter une robe, Héloïse, ai-je dit, ma voix basse et tranchante. Mais tu ne peux pas porter ma vie. Elle n'est pas à ta taille. Son sourire a vacillé. Et tu n'es pas la mariée. C'est moi. Elle a tenté de rire, de dire que j'étais tellement susceptible, que c'était juste pour s'amuser. Mais à ce moment précis, Augustin est entré dans la boutique. Il s'est arrêté net, regardant la scène. Moi, dans ma robe. Héloïse, dans la sienne. Qu'est-ce que tu fais, Héloïse, a-t-il demandé, sa voix glaciale. Elle a rougi. Oh, rien, on s'amusait. Enlève cette robe, a-t-il dit. Ce n'était pas une suggestion. C'était un ordre. Maintenant. Héloïse, furieuse d'être humiliée à son tour, est repartie dans la cabine. Augustin s'est approché de moi. Il s'est agenouillé devant mon fauteuil. Tu es la plus belle chose que j'ai jamais vue, a-t-il murmuré, en essuyant une larme que je n'avais même pas senti couler. Mais le mal était fait. Ce moment, mon moment, avait été souillé. J'ai compris qu'Héloïse ne voulait pas seulement partager la vedette. Elle voulait la voler. Et elle était prête à tout. Cette soirée-là, mes parents avaient insisté pour un dîner en petit comité. Juste nous quatre. Augustin, moi, et mes deux bourreaux. L'appartement familial du 6e arrondissement était oppressant. Les meubles anciens, les portraits d'ancêtres qui nous jugeaient depuis les murs, l'odeur de cire et de regret. Le dîner fut une torture polie. Maman, Bernadette, parlait sans arrêt du prestige, du mariage, du nom des invités, de la réputation de la famille d'Augustin. Papa, Gérard, parlait argent, contrat, alliance. Il parlait de mon mariage comme d'une fusion d'entreprise, pas d'une union d'amour. Augustin était tendu. Il répondait par monosyllabes. À un moment, mon père l'a attiré dans son bureau pour lui montrer un cognac d'exception. Un prétexte. Je savais qu'il allait tenter de lui parler, d'homme à homme. Dès qu'ils ont disparu, Héloïse s'est levée et est venue se poster derrière mon fauteuil. Elle a commencé à me masser les épaules, un geste que je détestais. « Tu es tendue, petite sœur » a-t-elle murmuré. J'ai voulu la repousser. « Je vais bien. » « Non, tu ne vas pas bien. » Ses doigts se sont resserrés. « Tu sais, Clémence. » J'ai réfléchi. « Je m'inquiète pour toi. » Je n'ai rien dit. L'inquiétude d'Héloïse était toujours le prélude à une attaque. « Tu t'infliges ça. Et tu lui infliges ça. » De quoi tu parles? D'Augustin. De cet homme merveilleux. Sa voix était douce, presque triste. C'était sa voix la plus dangereuse.
Tu l'aimes, n'est-ce pas? Plus que tout. Alors pourquoi tu fais ça? Tu ne vois pas que tu gâches sa vie? Mon sang s'est glacé. Il est jeune, il est brillant, il est plein d'avenir. Il mérite une femme entière, Clémence. Une femme qui peut marcher à ses côtés, danser avec lui donner des enfants sans complications. Chaque mot était un coup de poignard. Il mérite quelqu'un comme, comme moi. J'ai tourné la tête pour la regarder. Son visage était sérieux, presque compatissant. C'était le masque de la bienveillance, et c'était terrifiant. Si tu l'aimais vraiment, a-t-elle continué, tu le laisserais partir. Tu le libérerais. Ce serait la plus grande preuve d'amour que tu puisses lui donner. Tu es en train de me demander de rompre mes fiançailles? Une semaine avant mon mariage? Je te demande d'être courageuse. De penser à lui avant de penser à toi. C'était diabolique. Elle prenait mes propres peurs, mes doutes les plus secrets, la peur d'être un fardeau, la culpabilité que je ressentais parfois, et elle me les renvoyait au visage, déguisée en conseil fraternel. J'ai attrapé sa main et je l'ai repoussée violemment. Sors. Sors d'ici. Pense-y, Clémence, a-t-elle dit en reculant, son masque de pitié toujours en place. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Les larmes coulaient en silence pendant qu'Augustin dormait à côté de moi. Et si elle avait raison? Est-ce que j'étais égoïste? Est-ce que je l'enfermais dans une vie qu'il ne méritait pas? Sa cruauté avait atteint son but, elle m'avait fait douter. Quand Augustin et mon père sont revenus, ma mère a joint les mains. Avant le dessert, prions un instant. Elle avait toujours été pieuse, mais sa religion était une arme. Elle a fermé les yeux. Seigneur, merci pour les bénédictions que tu accordes à cette famille. Merci pour Héloïse, notre fierté. Et nous te prions, Seigneur, de donner à Clémence la sagesse. La sagesse de voir ce qui est le mieux, non pas pour elle, mais pour l'harmonie de cette famille. Donne-lui la force d'accepter sa place et d'obéir à ceux qui savent mieux qu'elle. Amen. C'était une prière de soumission. Une manipulation déguisée en dévotion. Il me demandait de m'effacer. C'était une agression pure et simple. Utiliser Dieu pour justifier leur cruauté. Dites-moi dans les commentaires, qu'auriez-vous fait à ma place? Comment réagir quand votre propre mère vous poignarde dans le dos avec un sourire pieux? Il m'a fallu toute la nuit pour chasser ce doute. Mais le lendemain matin, j'ai compris que ce n'était pas la fin. Ils avaient un autre plan. Le doute qu'Héloïse avait planté en moi était empoisonnant. J'étais fragile, émotive, et c'est exactement là qu'ils voulaient m'amener. J'étais tellement submergée par les préparatifs de dernière minute, les appels avec le traiteur, le fleuriste, le domaine, que je n'avais plus d'une minute à moi. C'est là qu'Héloïse a porté son coup suivant, avec le sourire de l'efficacité même. Clémence, tu as l'air épuisée, m'a-t-elle dit un matin, 3 jours avant le mariage. Laisse-moi t'aider. Il reste les invitations des invités de dernière minute à envoyer, et la gestion des RSVP, non? Donne-moi ta liste. Je m'occupe de tout. Je suis avocate, je gère des dossiers bien plus complexes. J'étais tellement fatiguée. Tellement stressée par le drame de la veille. J'ai cédé. Tu es sûre? C'est gentil. Mais bien sûr, petite sœur. Repose-toi. Je lui ai donné la liste, les enveloppes restantes, les timbres. J'ai ressenti une vague de soulagement. Quelle idiote j'ai été. Le lendemain, le téléphone a sonné. C'était ma tante Amélie, la sœur de ma mère, la seule personne de la famille qui m'avait toujours soutenue, qui m'envoyait des livres à l'hôpital, qui m'appelait chaque semaine. Sa voix était brisée. Clémence, ma chérie. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que je t'ai fait? Tante Amélie? De quoi tu parles? Tu vas bien? Je viens d'apprendre par ta cousine que le mariage était samedi. Je n'ai pas reçu de faire-part, Clémence. Je pensais que, tu ne voulais plus de moi. Mon sang s'est figé. Quoi? Mais tante Amélie, je te l'ai envoyé il y a des semaines. Non, ma chérie. Rien. Pas un mot. J'ai raccroché, le cœur battant. J'ai appelé ma meilleure amie de l'université, Léa.
Elle aussi est en fauteuil roulant. Léa, tu as bien reçu le plan d'accès pour le domaine? Je veux être sûre que tout est. Silence à l'autre bout du fil. Clémence. Quel plan d'accès? Je n'ai rien reçu du tout. Paniquée, j'ai vérifié la liste que j'avais donnée à Héloïse. Tante Amélie. Léa. Mes 2 cousins préférés. L'ancien patron d'Augustin qui devait être témoin. Une quinzaine de noms. Les 15 personnes les plus importantes pour moi, celles qui étaient mon armure. Héloïse n'avait jamais envoyé leurs invitations. Mais ce n'était pas le pire. Le téléphone a sonné à nouveau. Un collègue d'Augustin. Augustin, mec, je suis désolé, mais je ne pourrai pas venir. Mâcon, c'est vraiment trop loin. C'est à plus d'1 heure de Lyon, je ne pourrai pas faire l'aller-retour. Augustin a froncé les sourcils. Mâcon? Mais pourquoi Mâcon? Le mariage est dans le Beaujolais, à côté de Villefranche. Ben non. Ton faire-part dit bien château de Pierreclos, à Mâcon. Héloïse n'avait pas seulement oublié mes invités. Elle avait envoyé des invitations avec la mauvaise adresse à ceux d'Augustin. Elle avait créé un chaos logistique total. Elle voulait que je sois seule le jour de mon mariage. Elle voulait qu'Augustin soit furieux contre mon incompétence. Elle voulait que tout soit un désastre. Ce n'était pas une erreur. C'était un sabotage. C'était une tentative délibérée de détruire mon mariage. Nous avons passé les 48 heures suivantes au téléphone. Nous étions fous de rage, nous excusant, corrigeant les adresses, suppliant les gens de venir. J'étais épuisée, mais j'étais aussi remplie d'une fureur froide. La guerre était déclarée. Et je n'avais plus l'intention de la perdre. Le dimanche avant le mariage, c'était le grand déjeuner familial. Une tradition. Tout le clan était réuni dans la grande maison de mes parents à Écully. L'ambiance était électrique. Les révélations sur les invitations avaient fuité, et la famille était divisée. Tante Amélie était là, me lançant des regards pleins de pitié, tandis que d'autres me regardaient avec suspicion, comme si j'étais une menteuse. Héloïse, bien sûr, jouait la comédie de l'innocence. Je ne comprends pas. J'ai tout posté. La poste a dû faire une erreur. Clémence, je suis tellement désolée. Elle avait les larmes aux yeux. C'était une performance digne d'un Oscar. Mon père, Gérard, a coupé court au murmure. Assez. C'est un incident regrettable, mais c'est réglé. Aujourd'hui, on célèbre la famille. La célébration ressemblait plus à un tribunal. J'étais assise à côté d'Augustin, silencieuse, comptant les heures. C'est alors que mon cousin Bastien, un homme arrogant et stupide, s'est levé, un verre de Beaujolais à la main. Bastien avait toujours été le bouffon de la famille, mais un bouffon cruel. Santé, a-t-il lancé, un sourire narquois aux lèvres. Je voudrais lever mon verre à Augustin. Augustin a hoché la tête, méfiant. Franchement, mec, continua Bastien, tu es un saint. Un vrai saint de t'occuper de notre petite Clémence. L'insulte était claire. S'occuper de moi. Comme si j'étais une malade, un fardeau. Mais soyons honnêtes 2 minutes, dit-il, se tournant vers Héloïse qui buvait ses paroles. Tu formerais un couple tellement plus. Glamour avec Héloïse. Elle, au moins, elle peut danser à ton mariage. Un rire gêné a parcouru la table. Quelques oncles ont ricané. J'ai senti mes joues brûler. C'était une humiliation publique. Augustin était sur le point d'exploser. Mais avant qu'il ne puisse parler, mon père, mon propre père, a posé sa main sur l'épaule de Bastien. Il n'a pas tort, le gamin, a dit Gérard en riant. Il a l'œil. Mais bon, c'est comme ça. Le cœur a ses raisons que la raison ignore, n'est-ce pas? On trinque quand même à ce choix, intéressant. Intéressant. Ce mot, la façon dont il l'a dit. Il venait de dire à toute ma famille que mon mariage était une erreur de casting. Qu'Augustin aurait dû choisir ma sœur. Mon sang s'est glacé. Je ne pouvais plus respirer. C'était trop. Trop de cruauté. J'allais parler. J'allais crier. Mais Augustin a été plus rapide. Il s'est levé d'un coup. Son fauteuil a raclé le sol.
La salle est devenue silencieuse. Bastien. Sa voix était basse, dangereuse. Bastien a perdu son sourire. La seule raison pour laquelle je ne te frappe pas, dit Augustin, c'est par respect pour ce qui est censé être une fête. Et parce que je ne veux pas salir mes mains. Il s'est tourné vers mon père. Et quant à vous, Gérard? Mon choix n'est pas intéressant. Il est définitif. Je n'épouse pas Clémence, malgré son fauteuil. J'épouse Clémence. Point. J'épouse son intelligence, son courage, et son âme qui est 1000 fois plus belle que celle de quiconque dans cette pièce. Il m'a regardé. Et pour que ce soit clair pour tout le monde, si quelqu'un ici a un problème avec ça, ou pense pouvoir manquer de respect à ma future femme, la porte est là. Et vous n'êtes pas les bienvenus à notre mariage. Un silence de mort. Bastien était rouge écarlate. Ma mère regardait mon père, horrifiée non pas par l'insulte, mais par le fait qu'Augustin ait osé défier le patriarche. Et Héloïse? Héloïse regardait Augustin. Non pas avec colère, mais avec une admiration dévorante. Comme si sa force, sa défense de moi, la rendait encore plus désirable à ses yeux. La tension était si épaisse qu'on aurait pu la couper au couteau. Ils avaient échoué à me faire honte publiquement. Augustin les avait battus. Alors, ils ont sorti leur dernière arme. La seule chose qui, selon eux, comptait vraiment. L'argent. Le soir même, alors que les invités partaient, mon père m'a demandé de venir dans son bureau. Augustin m'a accompagné. Je n'irai plus jamais seul nulle part avec eux. Le bureau de mon père était sa forteresse. Du bois sombre, des livres de droit reliés en cuir, une odeur de cigares froids et d'argent ancien. C'était une pièce conçue pour intimider. Bernadette et Héloïse étaient déjà là, assises comme un tribunal. Fermez la porte, a dit Gérard. Augustin l'a fait, mais il est resté debout, protecteur, derrière mon fauteuil. Clémence, commença Bernadette, sa voix douce et venimeuse. Nous t'aimons. Tu le sais. Tout ce que nous faisons, c'est pour ton bien. Pour le bien de cette famille. Venez en nos fêtes, Bernadette, a dit froidement Augustin. Le visage de ma mère s'est durci. Elle n'aimait pas qu'on lui tienne tête. Gérard a pris le relais. Très bien. Soyons directs. Il a posé ses mains à plat sur son bureau en acajou. Cet homme, dit-il en désignant Augustin, vous monte contre nous. Il vous éloigne de votre famille. C'est vous qui me poussez dehors, ai-je répondu, ma voix tremblante mais ferme. Peu importe. Il a fait un geste dédaigneux. Nous t'offrons un choix. C'est simple. C'est soit cet homme, soit ta famille. Ce n'est pas un choix, a dit Augustin. Elle me choisit. Vraiment, dit Gérard avec un sourire mauvais. Voyons voir. Il s'est tourné vers moi. Si tu t'obstines, si tu épouses cet individu, tu es fini. Plus un centime de notre part. Nous n'avons pas besoin de votre argent, ai-je dit. Ah non, ricana Héloïse. Tu crois ça? Tu crois que ton petit boulot de traductrice va payer tes soins? L'aménagement de ta maison? Une voiture adaptée? Tu es naïve. Et il n'y a pas que l'argent, enchaîna Gérard. Il y a l'héritage. L'héritage de ton grand-père. Mon grand-père maternel, Antoine. Il m'adorait. Il était mort il y a 10 ans. Les parts de la société familiale qu'il t'a laissée, dit ma mère. Nous en avons le contrôle administratif total. Tu ne les toucheras jamais. Et l'appartement de la Croix-Rousse, ajouta Gérard. Celui où tu vis? Il est au nom de la société. Si tu nous défies, lundi matin, tu es expulsé. C'était ça. L'arme nucléaire. Ils allaient me prendre mon argent, mon travail, je travaillais de chez moi, et mon toit. Ils me laissaient sans rien. Ils me regardaient, tous les trois, souriants. Ils pensaient m'avoir acculé. Ils pensaient que j'allais m'effondrer, pleurer, supplier. Et puis, Augustin a ri. Un vrai rire. Un rire franc, sonore, qui a résonné dans le bureau sinistre. Mes parents l'ont regardé, stupéfaits. Vous plaisantez, dit Augustin, en essuyant une larme de rire. Sérieusement? C'est tout ce que vous avez?
Jeune homme, c'est... Commença mon père. Non, taisez-vous, le coupa Augustin. Vous pensez que c'est ça qui compte? L'argent? Un appartement? Vous pensez qu'on a construit notre amour là-dessus? Il s'est agenouillé à côté de moi. Clémence est la traductrice la plus brillante que je connaisse. Elle gagne mieux sa vie que vous ne le pensez. Et moi? J'ai un excellent travail. Nous n'avons pas besoin de votre argent sale. Il s'est relevé. Alors gardez-le. Gardez vos parts. Gardez l'appartement. On s'en fiche. Lundi matin, nous chercherons un autre endroit. Nous construirons notre vie loin de votre toxicité. Le visage de mon père est devenu violet. Ma mère était bouche bée. Ils n'avaient jamais rencontré une telle défiance. Leur pouvoir, basé sur l'argent et le chantage, venait de s'évaporer. Sortons d'ici, mon amour, m'a dit Augustin. Il a fait tourner mon fauteuil et nous avons quitté le bureau, leur claquant la porte au nez. Dans le couloir, je tremblais de la tête aux pieds. Mais je me sentais légère. Libre. Pour la première fois de ma vie, je n'avais plus peur d'eux. Je ne savais pas encore que mon grand-père m'avait laissé une dernière arme. Et que notre meilleur ami, Mathieu, le témoin d'Augustin, était sur le point de la découvrir. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place d'OP. Vous pouvez aussi écrire simplement le chiffre 1 pour montrer que vous suivez encore. Et dites-nous, vous regardez cette histoire depuis quelle région ou quel pays? Le jour du mariage est arrivé. C'était une journée parfaite de juin dans le Beaujolais. Le soleil brillait, le ciel était d'un bleu profond, et le domaine était magnifique, couvert de vignes et de roses. Image d'un beau domaine viticole dans le Beaujolais. J'étais nerveuse. Non pas à cause d'Augustin. Mais à cause d'eux. Je savais qu'il serait là. Ils devaient sauver les apparences. Mais je savais qu'ils n'avaient pas dit leur dernier mot. Augustin est venu me chercher dans ma chambre. Quand il m'a vu dans ma robe, ses yeux se sont remplis de larmes. Tu es tout, a-t-il simplement dit. Il n'a pas laissé mon père m'accompagner à l'hôtel. C'est lui, Augustin, qui a poussé mon fauteuil dans l'allée. C'était notre marche. À nous deux. La musique jouait. Tous nos amis étaient là. Tante Amélie pleurait au premier rang. Léa me faisait un grand sourire. Les collègues d'Augustin, qui avaient trouvé la bonne adresse, applaudissaient. Et puis, je les ai vus. Au premier rang, du côté de la mariée. Gérard, Bernadette, Héloïse. Habillés en noir. Comme pour un enterrement. Leurs visages étaient des masques de glace. Je les ai ignorés. J'ai regardé Augustin. Nous étions devant le maire, qui officiait pour la cérémonie civile. La lumière filtrait à travers les vitraux de la petite chapelle du domaine. Nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer l'union de Clémence et d'Augustin, a commencé le maire. Il a parlé d'amour, d'engagement. Et puis, il est arrivé au moment fatidique. Si quelqu'un ici a connaissance d'un empêchement légal ou moral à ce mariage, qu'il parle maintenant ou se taise à jamais. Un silence. Et puis, une voix. Forte. Autorisée. Oui. Mon père. Gérard s'était levé. Je m'oppose. Un haut collectif a parcouru l'assemblée. La musique s'est arrêtée. J'ai cru que mon cœur allait exploser. Papa, non. Ai-je murmuré. Je m'oppose, a-t-il répété, sa voix résonnant dans la chapelle. Ce mariage est une farce. C'est une erreur. Le maire, décontenancé, a dit, Monsieur, c'est une accusation grave. Sur quel fondement? Sur le fondement que ma fille est manipulée, a crié Gérard. Elle est mentalement instable. Elle est sous l'emprise de cet homme, qui ne veut que son argent. C'était leur plan. M'attaquer sur ma santé mentale. Me faire passer pour folle, pour incompétente. J'allais m'évanouir. C'était mon pire cauchemar. Tous ces gens, tous ces regards de pitié, de curiosité morbide. J'ai serré la main d'Augustin si fort que j'aurais pu la broyer. C'est faux, a crié Augustin. C'est la vérité, a hurlé ma mère, Bernadette, se levant à son tour.
Elle n'est pas en état de prendre cette décision. C'était fini. Ils avaient gagné. Ils m'avaient humiliée publiquement, détruite. Et puis? Pardonnez-moi, monsieur le maire. Une autre voix. Calme. Posé. Professionnel. Mathieu. Le meilleur ami d'Augustin. Mon ami. Notre témoin. Il s'est avancé. Je pense que je peux éclaircir la situation, a-t-il dit. Mon cœur s'est arrêté. Pas lui. Mathieu allait-il nous trahir aussi? Je suis Mathieu Durand, dit-il. Témoin d'Augustin. Et je dois dire que monsieur Gérard a raison sur un point. Mon souffle s'est coupé. Mathieu s'est tourné vers mon père. Il y a bien quelque chose de pourri dans cette histoire. Mais ce qui est pourri, Gérard, ce n'est pas ce mariage. C'est vous. Un silence de mort. Mon père était stupéfait. Mathieu a pris le micro que le maire lui tendait, et le procès a changé de camp. Je m'appelle Maître Mathieu Durand. Le titre a fait son effet. Ma famille a semblé surprise. Je ne suis pas seulement le témoin d'Augustin. Dans le civil, je suis notaire à Lyon. Et ces dernières semaines, j'ai vu mes amis, Clémence et Augustin, subir un harcèlement moral, financier et psychologique de la part de cette famille. Gérard a blêmi. Vous n'avez pas le droit, c'est de la diffamation. Est-ce de la diffamation, Gérard, de rappeler que vous avez systématiquement effacé votre fille de sa propre vie pour mettre votre autre fille en avant? Est-ce de la diffamation de dire que vous avez tenté de saboter cette réception en donnant de fausses adresses? Les invités murmuraient. Ils se souvenaient des appels paniqués. Et ce n'est pas tout, a continué Mathieu. Il s'est tourné vers ma sœur. Héloïse. Héloïse l'a regardé avec défi. Quoi? Vous avez accusé Augustin de manipuler Clémence pour son argent. Mais la vérité, c'est que c'est vous qui avez tenté de manipuler Augustin pour le voler à votre sœur. C'est absolument faux, a crié Héloïse. C'est un menteur. Il n'a aucune preuve. Vraiment, a dit Mathieu. Parce qu'Augustin, dégoûté par vos tentatives répétées de le séduire, a décidé d'enregistrer votre dernier appel téléphonique. Celui d'il y a 2 jours. Héloïse est devenue livide. Augustin, dit Mathieu, si tu veux bien. Augustin a sorti son téléphone. Il a appuyé sur « Play ». Et la voix d'Héloïse a rempli la chapelle. Une voix suave, méconnaissable. Augustin, chéri, tu sais que je suis la femme qu'il te faut. Il n'est pas trop tard. Annule tout. Cette petite infirme ne t'apportera rien. Viens avec moi. Je te rendrai heureux. Oublie-la. Le silence qui a suivi était assourdissant. On aurait pu entendre une épingle tomber. Puis tante Amélie s'est levée. Monstre, a-t-elle hurlé en direction d'Héloïse. C'est ta sœur. Tu n'as pas honte? Héloïse s'est effondrée sur son banc, en sanglots. Pas des larmes de remords. Des larmes de rage, d'humiliation. Ce n'est pas ce que vous croyez. Il m'a piégée. Tais-toi, a sifflé Bernadette, essayant de sauver la face. Elle est jeune, elle était confuse. Elle est avocate, Bernadette. Elle n'est pas confuse, elle est coupable, a rétorqué Mathieu. Le masque de la fille parfaite était tombé, révélant le visage hideux de la jalousie et de la cruauté. L'assemblée était en émoi. Les invités se parlaient, choqués. Mais ce n'est toujours pas la raison principale de leur opposition, a dit Mathieu, sa voix couvrant le brouhaha. Tout le monde s'est à nouveau tu. Vous voyez, Gérard et Bernadette ont accusé Augustin de vouloir l'argent de Clémence. C'est ce qu'on appelle en psychologie, une projection. Car la vérité, c'est que ce sont eux qui volent Clémence depuis 10 ans. Maintenant c'est dit a suffi, a rugi mon père, en se levant. Vous sortez d'ici. Sécurité. Il n'y a pas de sécurité, Gérard, dit calmement Mathieu. Juste la vérité. Et j'ai les documents pour le prouver. Il a sorti une liasse de papier de sa mallette de témoin. Monsieur le maire, voici des documents légaux. Et ils vont tout changer. Je tremblais, ne comprenant pas ce qui se passait. Augustin m'a serré la main, ses yeux fixés sur Mathieu. La comédie est terminée,
Gérard, a dit Mathieu. Parlons du testament d'Antoine Dubois. Le nom de mon grand-père, Antoine, a résonné dans la chapelle. Ma mère, Bernadette, a eu un mouvement de recul. C'était son père. Un homme que j'avais adoré. Comme je vous l'ai dit, reprit Mathieu, je suis notaire. Et mon cabinet, par une heureuse coïncidence, est celui qui gère la succession de feu Monsieur Antoine Dubois depuis sa mort, il y a 10 ans. Il s'adressa à l'Assemblée, comme à un jury. Quand mes amis m'ont annoncé leur mariage, je me suis occupé de leur contrat de mariage. Et par conscience professionnelle, j'ai examiné les dossiers de la famille. Et j'ai trouvé une anomalie. Il leva un document. Voici le testament holographe d'Antoine Dubois. Un testament parfaitement légal et certifié. Il s'est tourné vers mes parents. Vous avez dit à tout le monde, y compris à Clémence, que votre père vous avait tout légué, n'est-ce pas? Et que vous, à votre tour, gériez l'héritage de vos filles. C'est la vérité, a dit Gérard, mais sa voix avait perdu de son assurance. C'est un mensonge, a dit Mathieu. Et c'est un mensonge qui pourrait vous coûter très cher. Peut-être même une accusation d'abus de confiance aggravée. Héloïse, l'avocate, a relevé la tête, comprenant soudain la gravité de la situation. Le testament d'Antoine est très clair, a expliqué Mathieu. Il stipule que s'il respectait sa fille Bernadette, il se méfiait de son gendre, Gérard. Par conséquent, il a légué 60% de ses parts dans la société familiale de transport, non pas à Bernadette. Non pas à Héloïse. Mais directement à sa petite-fille, Clémence. Un murmure stupéfait a parcouru la salle. J'ai regardé Augustin. Je ne comprenais pas 60%? De plus, continua Mathieu, l'appartement de la Croix-Rousse, où vit Clémence, lui a été légué en pleine propriété. Il n'a jamais appartenu à la société. Mais, je ne savais pas, ai-je murmuré. Bien sûr que non, a dit Mathieu, avec une infinie tristesse dans la voix. Parce que le testament avait une clause. Vos parents, Gérard et Bernadette, étaient nommés gérants de ce patrimoine, de ces millions d'euros, jusqu'à votre 25e anniversaire, ou jusqu'à votre mariage. Selon la première de ces deux éventualités. J'ai fait le calcul. J'avais 28 ans. Mais, j'ai eu 25 ans il y a 3 ans. Oui. Mais vous ne vous êtes pas manifesté. Et ils se sont bien gardés de vous le dire. Ils ont continué à gérer vos biens, à toucher vos dividendes, à vous faire croire que vous dépendiez d'eux. La vérité m'a frappé comme un camion. La menace de me couper les vivres. La menace de m'expulser de mon propre appartement. C'était du chantage. C'était une fraude. Ce mariage, conclut Mathieu, aujourd'hui, ne vous fait pas perdre votre héritage, Clémence. Il vous le rend. Légalement. Définitivement. À partir du moment où vous direz oui, ils n'auront plus aucun contrôle. C'était donc ça. C'était la vraie raison. Ils ne s'opposaient pas à mon mariage par honte. Ils s'y opposaient parce qu'ils allaient perdre le contrôle de mon argent. 2 millions d'euros qu'ils utilisaient depuis 10 ans. C'est privé, a hurlé mon père, fou de rage, en se précipitant vers Mathieu. Vous n'avez pas le droit. Augustin s'est interposé, bloquant mon père d'une main sur la poitrine. Restez où vous êtes, Gérard. Vous avez rendu les choses publiques en vous opposant. Mathieu ne fait que rétablir la vérité. L'assemblée était en état de choc. Ma mère était blanche comme un linge, se tenant à son banc. Mon père, l'homme si fier de son nom, venait d'être exposé comme un voleur et un menteur. Devant tout Lyon. Devant ses amis, sa famille, ses relations d'affaires. C'était une ruine. Totale. Le silence dans la chapelle était assourdissant. Il n'y avait plus de murmures. Juste le choc. Mes parents étaient figés, exposés. Héloïse pleurait, non pas de honte, mais de rage. Elle venait de comprendre que non seulement elle n'avait pas Augustin, mais qu'elle n'aurait pas non plus la fortune familiale qu'elle pensait acquise. Et au milieu de ce chaos, au milieu de cette destruction, Augustin a fait la plus belle chose au monde. Il m'a ignoré, il a ignoré mes parents, il a ignoré l'assemblée. Il s'est tourné vers moi. Et il s'est agenouillé. Là, devant l'autel, dans son costume magnifique,
il s'est mis à genoux pour être à la hauteur de mon regard. Il a pris mes 2 mains dans les siennes. « Clémence » a-t-il dit, sa voix claire et forte, ne tremblant pas, millionnaire ou non. En fauteuil ou non. Tu es la reine de ma vie. Tu es la femme la plus forte, la plus courageuse et la plus belle que je connaisse. Je t'aime plus que tout au monde. Il a sorti l'alliance de sa poche. Veux-tu, enfin, dit-il avec un sourire éclatant, m'épouser ? J'ai fondu en larmes. Des larmes de joie, de soulagement, d'un amour si profond qu'il me submergeait. Oui, ai-je sangloté en riant. Oui. 1000 fois oui. Il m'a embrassée. Et la chapelle a explosé. Pas en murmures. En applaudissements. En acclamations. Les gens se sont levés d'un bloc. Et puis, j'ai vu quelque chose d'incroyable. Tante Amélie, au premier rang, s'est levée. Elle a regardé ma mère avec un dégoût infini. Elle a pris son sac à main. Elle a traversé l'allée centrale. Et elle est venue s'asseoir sur le banc vide de l'autre côté. Derrière moi. Quelques secondes plus tard, mes 2 cousins, ceux qui avaient été oubliés de la liste d'invitation, se sont levés. Ils ont fait de même. Puis les amis de mes parents. Des gens qui les côtoyaient depuis 20 ans. Ils se sont levés, un par un, en silence. Ils ont quitté le banc où siégeaient Gérard et Bernadette. Ils ont traversé l'allée. Ils sont venus se ranger de notre côté. En moins de 2 minutes, le côté de la chapelle de mes parents était vide. Ils étaient là, tous les 3, Gérard, Bernadette, Héloïse, assis seuls. Cernés par le vide. C'était une condamnation sociale, silencieuse et dévastatrice. Le maire, se reprenant, a dit « Eh bien, je crois que l'opposition est levée. Procédons. » Nous avons échangé nos vœux. Et ce fut magique. Plus tard, au vin d'honneur, l'ambiance était incroyable. Les gens venaient me voir, me serraient dans leurs bras, s'excusaient de n'avoir rien vu. Mes parents étaient dans un coin, isolés. Personne ne leur parlait. J'ai pris le micro. Merci à tous d'être là, ai-je commencé. Les applaudissements ont redoublé. J'ai regardé mes parents, au loin. Pendant des années, on m'a fait croire que ma valeur dépendait de ce que je pouvais apporter à l'image de ma famille. On m'a dit que mon handicap était une honte. Et quand cela n'a pas suffi, on m'a menacé avec de l'argent. Je les ai regardés droit dans les yeux. Cet argent, cet héritage de mon grand-père, est maintenant à moi. Et voici ma première décision en tant qu'actionnaire principal de la société familiale. Silence. Je m'engage ici, devant vous, à verser 50% de tous les dividendes annuels pour créer une fondation à Lyon. La Fondation Clémence Dubois. Une fondation qui offrira des bourses et des prêts d'honneur aux entrepreneurs, artistes et étudiants handicapés. Tous ceux à qui leur propre famille a dit un jour qu'ils n'étaient pas assez, point. Les applaudissements ont été assourdissants. C'était un rugissement. Les gens pleuraient. Et c'est à ce moment-là qu'Héloïse a craqué. Elle a surgi de son coin. Elle était méconnaissable. Son maquillage avait coulé, ses cheveux étaient en désordre. Elle n'était plus l'avocate parfaite. C'était une furie. Elle s'est précipitée vers moi et a tenté d'arracher le micro de mes mains. « C'est à moi » a-t-elle hurlé. Sa voix était aiguë, hystérique. Pas à elle. C'est moi qui le méritais. Augustin et Mathieu se sont interposés. J'ai tout fait, criait-elle, alors qu'ils la retenaient. J'ai été la fille parfaite. J'ai fait les bonnes études. J'ai toujours obéi. Ce n'est qu'une estropiée. Tout aurait dû être à moi. L'argent, la société. Et lui. Elle a pointé un doigt tremblant vers Augustin. Son aveu était total. Sa laideur intérieure était maintenant exposée à la vue de tous. Ce n'était pas seulement de la jalousie. C'était une haine pure, pathologique. Le silence était glacial. Plus personne ne riait. Les invités la regardaient avec un mélange d'horreur et de pitié. Gérard et Bernadette, voyant que tout était perdu, sont venus chercher leur fille. Ils n'ont pas dit un mot. Ils n'ont regardé personne. Ils ont attrapé Héloïse par les bras et l'ont traînée hors de la réception. Ils sont partis, non pas comme des tyrans,
mais comme des fantômes. Vaincus. Effacés. Le reste de la soirée fut la plus belle de ma vie. Nous avons ri. Nous avons pleuré de joie. Augustin a fait tourner mon fauteuil sur la piste de danse pendant des heures. Nous étions libres. Aujourd'hui, cela fait 3 ans. La Fondation Clémence a aidé 12 entreprises à démarrer. Augustin et moi sommes incroyablement heureux. Quant à mes parents, à Lyon, la réputation est tout. Et la leur a été détruite en une après-midi. La honte, là-bas, est une sentence pire que la prison. On a tenté de m'enterrer. Ils ne savaient pas que j'étais une graine. Ne laissez jamais, jamais personne définir votre valeur. Surtout pas ceux qui sont censés vous aimer le plus. Votre valeur ne dépend pas de votre corps, de votre compte en banque ou de l'approbation des autres. Elle vient de l'intérieur. Avez-vous une histoire similaire? Avez-vous dû vous battre pour votre bonheur contre ceux qui voulaient vous voir échouer? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Nous sommes une communauté, et vos histoires comptent. Likez cette vidéo si vous croyez au pouvoir de la vérité, et abonnez-vous pour plus d'histoires où la justice, d'une manière ou d'une autre, finit toujours par triompher. Vous n'êtes pas seul.